Lorsque l'Armée rouge a traversé la Pologne lors de son offensive finale vers Berlin, la libération du joug nazi a déclenché une vague de violence contre les Polonais qui avaient donc collaboré avec l'occupant. Le 12 janvier 1945, alors qu'il ne faisait pas encore jour sur la Pologne centrale, l'offensive Vistula-Oder commença par un bombardement massif qui illumina l'horizon pendant plusieurs minutes. Les unités soviétiques déployées le long du front avancèrent rapidement, brisant les lignes allemandes dans divers secteurs et contraignant à un retrait immédiat. En quelques jours, le front oriental cessa d'être une structure défensive cohérente et se transforma en une succession de positions abandonnées, de routes saturées de colonnes en retraite et de villes où l'autorité allemande se désintégrait. Le calcul allemand concernant la capacité de résistance fut dépassé par la supériorité numérique et matérielle de l'Armée rouge qui employa de l'artillerie, des blindés T-34 et des colonnes mécanisées pour avancer presque sans interruption. Le 17 janvier, Varsovie est tombée. 2 jours plus tard, Cracovie a été occupée sans une défense significative. Łódź a été sous contrôle soviétique le même jour et Poznań a commencé à être assiégée le 23. En à peine 2 semaines, l'avancée a couvert environ 480 km, laissant derrière elle une structure administrative allemande qui a disparu presque aussi rapidement qu'elle avait été installée des années auparavant. Cet effondrement a produit un vide de pouvoir immédiat dans des centaines de localités. Les forces soviétiques ne pouvaient pas établir un contrôle au même rythme qu'elles avançaient, et les institutions polonaises avant l'occupation n'étaient pas encore en mesure de fonctionner. Dans cet intervalle, des épisodes de violence civile ont commencé à se multiplier, qui ne répondaient pas à des ordres formels, mais à des décisions spontanées d'individus ou de petits groupes. À Cracovie, pendant les premières heures suivant l'entrée des Soviétiques, plusieurs groupes de voisins se sont déplacés dans les quartiers du centre avec des listes courtes écrites durant l'occupation. Y figuraient des noms de collaborateurs qui avaient servi la Gestapo, agi comme informateurs ou participé à la persécution des Juifs. Il s'agissait d'identités très connues au sein de la communauté, des personnes qui, pendant des années, avaient été observées avec prudence et dont les mouvements avaient laissé des traces dans la mémoire collective. Le premier jour, au moins une douzaine d'entre eux ont été arrêtés et exécutés dans des rues latérales du quartier de Kazimierz. Il n'y a eu ni interrogatoire prolongé, ni procédure préalable. Les décisions ont été prises sur place, motivées par des informations accumulées et vérifiées entre voisins. À Pętza, Łódź, la situation a pris des caractéristiques similaires. Le ghetto avait été liquidé des mois auparavant, mais quelques survivants sont revenus dans les premiers jours suivant le retrait allemand. Ceux-ci ont identifié sans difficulté des policiers auxiliaires, des superviseurs d'usines et des traducteurs qui avaient facilité des déportations. Plusieurs d'entre eux ont tenté de fuir vers des zones rurales avant que les troupes soviétiques ne sécurisent la ville, mais ont été reconnus par des résidents locaux sur les chemins et dans des logements improvisés. Les captures se produisaient en plein jour et les exécutions étaient réalisées dans des lieux isolés, utilisant des armes récupérées d'entrepôts abandonnés ou des méthodes improvisées lorsqu'aucun armement n'était disponible. La rapidité de ces actions répondait à la peur que les désignés s'échappent en profitant de la confusion générale. À Poznań, où la garnison allemande a résisté pendant des semaines à l'intérieur de la forteresse urbaine, les quartiers périphériques contrôlés par les soviétiques ont connu un modèle similaire. La présence constante de colonnes de réfugiés, de soldats isolés et de civils déplacés rendait difficile de distinguer entre les fuyards allemands, les Polonais rentrant de travaux forcés et les collaborateurs locaux cherchant à se cacher. Des fonctionnaires subordonnés au général-gouvernement et des membres du Selbstschutz allemand ont été identifiés dans les premiers jours et exécutés avant qu'une administration militaire stable ne soit établie. Les corps sont restés pendant des jours dans les rues et les cours sans qu'il existe une structure chargée de les retirer. Dans plusieurs villes, la résistance polonaise a agi de manière ponctuelle, mais pas uniforme. Certains groupes de l'Armia Krajowa ont utilisé des listes de condamnés qu'ils avaient compilées depuis 1939. Dans les zones où ils avaient une présence antérieure, ils ont procédé à exécuter des sentences déjà décidées dans des tribunaux clandestins pendant l'occupation. Cependant, la majorité de la violence est survenue en dehors de structures organisées. L'initiative revenait surtout à des civils
qui, avec la disparition de l'autorité allemande, agissait selon ce qu'ils considéraient nécessaire pour empêcher la fuite de ceux qui avaient collaboré ouvertement avec l'occupant. À Radom, le processus a été particulièrement rapide. Des groupes de travailleurs qui avaient maintenu des réseaux clandestins pendant l'occupation ont effectué les premières arrestations à peine quelques heures après que les autorités allemandes aient quitté la ville. Ils ont identifié des superviseurs qui avaient banqué dénoncé des activités considérées comme hostiles par l'occupant et des liens locaux de la Gestapo. Plusieurs détentions ont eu lieu dans des usines et des ateliers où les collaborateurs continuaient à travailler ou s'étaient réfugiés. Pendant la nuit, 13 des détenus ont été exécutés dans des zones abandonnées près de la gare, sans qu'il y ait d'autorité prenant en charge la garde des prisonniers. À Lublin, les structures pro-soviétiques étaient déjà en opération depuis l'été 1944, mais dans les zones rurales environnantes, un autre type de dynamique prédominait. Des paysans ayant été témoins des activités des soi-disant Smalkovnici capturèrent plusieurs d'entre eux et infligèrent des punitions immédiates. L'absence de patrouilles soviétiques dans de nombreux villages permit aux communautés de résoudre des situations accumulées pendant les années d'occupation sans supervision extérieure. Les exécutions se pratiquaient généralement au carrefour, laissant les corps exposés pour que les résidents puissent reconnaître les responsables des chantages et des dénonciations. Dans d'autres régions, l'identification des collaborateurs n'a pas toujours été précise. La présence massive de réfugiés et la confusion propre à un retrait accéléré ont entraîné des erreurs de reconnaissance. À Kielce, un cas a été enregistré concernant un cheminot qui est mort après avoir été confondu avec un policier de la police Granatowa en raison de son manteau bleu. L'absence de procédure formelle a empêché de corriger la situation. Ces décisions immédiates se basaient sur des impressions rapides et des connaissances fragmentées et mélangeaient parfois des rivalités antérieures avec des accusations réelles. Les Volksdeutsch, dont le statut privilégié sous l'occupation avait été confirmé par des documents de citoyenneté du Reich, ont été confrontés à un environnement particulièrement hostile. En Poméranie, où le Selbstschutz avait participé à des exécutions massives au début de la guerre, les représailles ont été nombreuses. Divers villages ont entrepris des expulsions pendant le mois de janvier, obligeant des familles entières à abandonner leurs maisons par des températures extrêmes. Dans certains cas, les expulsés sont morts d'hypothermie durant les déplacements. Les unités soviétiques qui traversèrent la région trouvaient des villages où ces actions avaient déjà été menées sans intervention extérieure. À Białystok, l'identification des anciens policiers du ghetto a été systématique. Les registres locaux et les témoignages recueillis par la suite permettent d'établir qu'au moins plusieurs dizaines d'entre eux ont été exécutés entre les derniers jours de janvier et les premiers jours de février, avant que les autorités soviétiques instaurent des contrôles plus stricts. Leurs corps sont apparus à des points périphériques de la ville et ont été retirés lorsque la situation s'est partiellement normalisée. Dans toutes ces localités, la documentation ultérieure reflète la difficulté de reconstruire les faits avec précision. La plus grande partie des épisodes décrits n'a pas laissé d'actes officiels, car aucune autorité n'était en mesure de les enregistrer à ce moment-là. Les archives soviétiques ne documentent que ce qu'ils ont trouvé après leur arrivée. Des villes avec des cadavres dans des espaces publics, des logements pillés ou abandonnés, et des détenus capturés par des groupes locaux qui attendaient des instructions. De nombreux témoignages ont été recueillis des décennies plus tard par des entités comme l'Institut de la mémoire nationale, s'appuyant sur des déclarations de témoins qui ont été témoins de détention ou qui ont identifié des victimes. La destruction matérielle propre au mois de janvier a aggravé la désorganisation. Dans des villes récemment libérées, les communications ne fonctionnaient pas et l'infrastructure policière était hors service. Il n'existait également ni prison, ni installations adéquates pour détenir des suspects, ce qui poussait de nombreux groupes civils à agir immédiatement pour éviter des fuites. La combinaison entre pression collective, absence d'institutions et connaissance directe des activités des collaborateurs a généré une séquence de représailles qui s'est étendue de manière inégale sur le territoire. Le froid extrême de ce mois-là a également conditionné les événements. Les corps gelaient en quelques heures, rendant leur identification ultérieure difficile. Dans les zones rurales, cette situation retardait le retrait des cadavres pendant des jours. Dans des villes comme Poznań, lorsque la résistance allemande a pris fin,
De nombreux corps ont été découverts en plein air sans qu'il soit possible de déterminer dans quelles circonstances précises ils étaient morts. Les opérations militaires et les représailles civiles se superposaient, compliquant l'analyse de chaque cas. La caractéristique principale de cette violence initiale résidait dans son caractère temporaire. Elle s'est développée dans un intervalle très bref entre l'effondrement de la domination allemande et l'arrivée ultérieure des structures soviétiques qui commenceraient à imposer un contrôle dans les semaines suivantes. Pendant cette courte période, les communautés ont agi poussées par des accusations et des souvenirs accumulés depuis 1939, sans médiation d'autorités étatiques. La rapidité avec laquelle ces actions ont été exécutées était proportionnelle à la peur que l'avancée soviétique, en se stabilisant, introduise un système plus formel en matière de justice et de sécurité. Cette transition ne tarderait pas à se produire et certaines zones l'ont perçue même avant l'arrivée des unités soviétiques spécialisées. La dynamique générée en janvier a transformé l'environnement social. Dans de nombreuses rues, la présence de groupes patrouillant avec des armes improvisées était le signe que l'absence d'autorité officielle avait été remplacée par une surveillance stricte mais irrégulière. Les communautés se reconfiguraient en fonction de l'apparition de suspects, de la capture de collaborateurs visibles ou de la nécessité de protéger des biens contre des pillages. L'impact de ces jours resterait dans la mémoire collective comme une expérience où la justice a émergé de manière immédiate et sans structure. Lorsque le front a continué à avancer vers l'ouest et que le contrôle soviétique a commencé à se consolider, la violence spontanée a cessé d'être la forme prédominante d'affrontement avec les collaborateurs. Les premières unités du NKVD sont arrivées dans diverses villes avec des procédures qui remplaceraient progressivement les actions civiles non réglementées. À ce moment-là, l'identification des suspects et l'administration des punitions ont commencé à adopter un caractère distinct, marqué par la présence d'organismes spécialisés et par le début de mécanismes de contrôle plus stables. Le retrait allemand a exposé les premiers collaborateurs que la population a reconnus sans difficulté. Parmi eux, les membres de la police Granatowa étaient les plus visibles. Leur uniforme bleu foncé, utilisé pendant toute l'occupation pour patrouiller dans les rues, soutenir les rafles et surveiller les ghettos, est devenu une marque impossible à cacher. La présence constante de ces policiers entre 1939 et 1945 avait rendu leur visage une référence quotidienne. Lorsque les structures allemandes se sont effondrées, cette familiarité a facilité leur identification même lorsqu'ils tentaient de se fondre parmi les civils. Les représailles ont commencé avant que le contrôle soviétique ne se stabilise et se sont rapidement développées, soutenues par des communautés qui n'avaient pas besoin d'enquêtes prolongées pour établir des responsabilités. À Varsovie, dévastée après l'insurrection de 1944 et libérée le 17 janvier, les survivants émergèrent parmi les ruines et les abris, recherchant des références d'un passé qui acquérait maintenant une pertinence immédiate. La police Granatowa avait compté plus de 3000 hommes dans la capitale pendant l'occupation. Beaucoup s'étaient retirés avec les forces allemandes, mais des centaines étaient restés, certains espérant que la destruction généralisée rendrait les reconnaissances plus difficiles. Ce ne fut pas le cas. Au cours des premières semaines, des corps d'ex-policiers apparurent dans des sous-sols et des bâtiments à moitié effondrés. La documentation ultérieure de l'Institut de la mémoire nationale enregistre au moins 47 exécutions de policiers bleus à Varsovie entre janvier et février, avec des estimations non officielles suggérant des chiffres plus élevés. Les arrestations étaient rapides, résultant généralement de rencontres spontanées entre la population locale et les policiers se déplaçant dans des zones nouvellement libérées. Radom a connu un processus plus organisé. Là-bas, la résistance avait maintenu pendant l'occupation un système de surveillance détaillé des membres de la police Granatowa. Lorsque les Allemands ont évacué la ville, le 16e janvier, des groupes de l'Armia Krajowa ont commencé des arrestations cette même nuit. Dans un entrepôt abandonné, 22 ex-policemen ont été rassemblés. Les témoins ont fourni des témoignages directs sur la participation de plusieurs d'entre eux à la liquidation du ghetto de Radom en août 1942. 13 hommes ont été fusillés sur le champ. D'autres ont été libérés après qu'il a été confirmé que leur implication avait été limitée ou que leur rôle n'était pas lié à des actions répressives directes. Cependant, certains de ces libérés seraient arrêtés des semaines plus tard
lorsque les forces soviétiques ont commencé à instaurer des contrôles plus stricts. Cracovie, ancienne siège du général-gouvernement, présentait un panorama différent. Aux côtés de la police Granatowa, il existait un vaste réseau de fonctionnaires polonais qui avaient travaillé dans des bureaux allemands. La ville avait été un centre administratif du système colonial nazi en Pologne centrale, d'où l'abondance de dossiers d'employés, secrétaires, traducteurs, comptables et administrateurs affectés à des propriétés confisquées. La libération, le 19 janvier, laissa derrière elle des bureaux abandonnés avec des documents intacts qui permettaient de reconstruire des structures de collaboration de manière immédiate. Les premiers à être arrêtés furent les auxiliaires les plus exposés, gardes de bâtiments officiels, chauffeurs de fonctionnaires allemands et liens administratifs. Dans le quartier de Kazimierz, des survivants juifs revenants identifièrent rapidement plusieurs employés polonais qui avaient participé à la gestion des déportations. Un des cas les mieux documentés est celui de Jan Kowalczyk, assistant administratif dont les signatures figuraient sur des ordres liés à des déportations vers Bełżec et Auschwitz. Le 22 janvier, il a été capturé à son domicile. 2 jours plus tard, son corps est apparu dans la Vistule. Les enregistrements signalent des signes de violence qui indiquent un interrogatoire bref suivi d'une exécution. Les preuves accumulées dans des documents du général-gouvernement auraient suffi à son procès formel, mais en janvier 1945, aucune structure judiciaire capable d'assumer ses responsabilités n'existait, de sorte que l'action locale a prévalu. Łódź a connu une dynamique similaire, bien que plus axée sur les administrateurs de biens confisqués que sur la police. Depuis 1940, des milliers de logements et d'entreprises juives avaient été expropriés. Les Treuhänder polonais, chargés de gérer des biens pour les autorités allemandes, agissaient comme intermédiaires entre l'appareil occupé et les communautés locales. Une partie d'entre eux a utilisé sa position pour s'enrichir par le biais de vente et de réaffectation de biens. Après le retrait allemand, les survivants et les membres de leur famille sont revenus à la recherche de leurs propriétés et ont rapidement retrouvé ceux qui les avaient administrés. Entre janvier et février, au moins 18 administrateurs ont été exécutés à Łódź. Leur mort reflétait une réaction contre le système d'appropriation économique imposé sous l'occupation. Les traducteurs sont également devenus des cibles prioritaires. Le général-gouvernement dépendait de centaines de Polonais bilingues pour assurer une communication efficace entre les autorités allemandes et la population locale. Ces traducteurs ont participé à des interrogatoires, à des annonces officielles, à l'administration du travail forcé et à la communication entre les bureaux nazis et les autorités municipales. Leur rôle était indispensable au fonctionnement de l'appareil répressif. À Lublin, par exemple, Elena Nowak, traductrice de la Gestapo, a été arrêtée au début de février. Elle avait participé à de nombreux interrogatoires, dont les transcriptions comprenaient sa signature. Les interrogateurs de la résistance ont estimé que son rôle avait eu un impact direct sur les arrestations et les exécutions. Elle a été exécutée à l'intérieur de la prison où elle avait travaillé. Białystok a présenté un modèle axé sur des auxiliaires du Gestapo. La ville avait été le théâtre d'opérations particulièrement violentes contre les Juifs, culminant avec la liquidation du ghetto en août 1943. Les auxiliaires polonais qui ont collaboré avec les SS dans ces actions étaient largement connus de la population. Après la libération, au moins 9 auxiliaires ont été exécutés publiquement sur la place du marché pendant les premières semaines. Les archives soviétiques ultérieures documentent ces exécutions comme des actions locales précédant la mise en place de mécanismes de contrôle par les autorités soviétiques. Dans des villes comme Kielce, l'attention s'est tournée vers les gardes des installations industrielles utilisées par les Allemands. La fabrique Azag employait des dizaines de gardes polonais chargés de surveiller les travailleurs forcés. Après le retrait allemand, 20 d'entre eux ont été exécutés en janvier et 7 en février. Des témoignages de travailleurs survivants, recueillis des années plus tard, décrivent des abus continus qui ont influencé la décision d'exécuter ces gardes. L'affaire de la police Granatowa était particulièrement complexe en raison de sa composition hétérogène. Beaucoup avaient été recrutés de force. Les Allemands menaçaient d'exécution ou de déportation ceux qui refusaient de servir. Cependant, la force comprenait des individus qui avaient commis des abus systématiques, profitant de leur position.
Pendant janvier et février 1945, la distinction entre service forcé et collaboration volontaire était difficile à appliquer. En pratique, l'identification par uniforme suffisait pour susciter des soupçons. Dans plusieurs localités, les policiers qui avaient tenté de se cacher sous des vêtements civils étaient reconnus par leurs traits, leur locution et leur façon de se déplacer que la population se rappelait. Poznań, encore en combat lorsque les premiers quartiers sont tombés, a enregistré un modèle accéléré. La forteresse allemande a résisté pendant des semaines, mais les zones périphériques sous contrôle soviétique ont immédiatement subi des représailles contre des policiers et des fonctionnaires du général-gouvernement. La population locale déplacée par les combats signalait des logements spécifiques où des collaborateurs s'étaient réfugiés. Les arrestations étaient effectuées sans coordination entre les groupes civils et dans de nombreux cas, les exécutions ont précédé l'arrivée de toute autorité soviétique formelle. Les rues montraient des corps à l'entrée des bâtiments ou dans des patios internes, signe d'une violence perpétrée avec les moyens disponibles et sans planification prolongée. Dans les petits villages, où la proximité facilitait la détermination des responsabilités, l'identification était immédiate. À Koński, le seul policier bleu qui n'avait pas quitté la ville a été arrêté chez lui le même jour que la libération. Il avait participé à la déportation de la communauté juive locale en 1942. Les survivants l'ont reconnu sans difficulté et il a été exécuté cette nuit-là. À Opatów, un fonctionnaire de l'Arbeitsamt a été trouvé caché dans une grange. Son rôle dans l'attribution des travaux forcés était documenté dans des archives récupérées. Il a été pendu à un poteau public utilisé pendant l'occupation pour publier des annonces de déportation. La documentation sur ces exécutions est fragmentaire. Les autorités soviétiques n'ont enregistré que ce qu'elles ont trouvé par la suite. Il n'existait pas d'enregistrement formel de détention ou de procès. Les informations proviennent de témoignages oraux, d'enquêtes ultérieures et de registres paroissiaux. On estime qu'entre 500 et 1000 collaborateurs visibles ont été exécutés entre janvier et février 1945, avant qu'une structure judiciaire ne prenne en charge ces affaires. La variété des méthodes employées démontre l'absence de procédures uniformes durant cette période initiale. Ces représailles se caractérisaient par leur base locale. Il n'existait pas d'idéologie unique qui les guidait. Participaient des membres de la résistance nationale, d'anciens partisans, des survivants de ghettos et des civils sans affiliation politique. La sélection des victimes répondait à des actions concrètes connues de la communauté, non à de larges catégories. La mémoire directe de l'occupation déterminait qui était considéré comme responsable et quel degré de punition était appliqué. Les exécutions étaient rapides, non motivées par des symboles ou des agendas politiques, mais par des faits observés pendant des années de domination allemande. À mesure que janvier avançait, ce schéma commença à changer de manière imperceptible. Dans plusieurs villes, l'arrivée d'unités soviétiques spécialisées introduisit de nouveaux critères de sélection et de nouvelles méthodes d'interrogatoire. Les collaborateurs visibles, qui avaient été une cible prioritaire en raison de leur identification facile, commencèrent à faire partie d'un processus différent qui ne dépendait plus uniquement des voisins ou des survivants. 7. Transition marquerait le début d'un autre type de répression, différent par ses méthodes et ses motivations, qui se manifesterait bientôt de manière visible sur tout le territoire libéré. Lorsque les unités soviétiques ont commencé à contrôler les principales villes polonaises, la répression ne résultait plus uniquement de décisions spontanées de la population, mais était dirigée par des structures spécialisées. Le NKVD, Commissariat du peuple pour les affaires intérieures, a avancé derrière la ligne de front avec du personnel entraîné pendant des années aux opérations de sécurité politique, aux déportations et à l'élimination des opposants. Son arrivée a signifié un changement dans la manière et le rythme des arrestations. Contrairement aux civils qui agissaient sur la base d'une reconnaissance directe, les agents du NKVD opéraient avec des listes préparées, une documentation capturée et des critères définis avant d'entrer dans chaque ville. À leur côté, la Milicja Obywatelska, la police citoyenne polonaise, était organisée, créée quelques mois auparavant sous la supervision soviétique pour servir de base au nouvel appareil de sécurité de l'État. La figure qui synthétisait cette transition était Ivan Serov, général-major du NKVD. Avec une expérience accumulée depuis 1939 en Ukraine,
il avait coordonné des déportations, des détentions massives et des opérations répressives de grande envergure. Sa présence sur le territoire polonais depuis janvier indiquait que les pratiques appliquées dans l'Union soviétique seraient reproduites dans les zones nouvellement libérées. Serov établissait des priorités, supervisait des interrogatoires et organisait des réseaux d'informateurs. En peu de temps, ces méthodes devinrent visibles dans la rapidité avec laquelle les arrestations étaient exécutées et dans la manière uniforme dont les procédures étaient ordonnées dans les centres de détention. Les agents du NKVD agissaient selon un schéma constant. En sécurisant une ville, la première étape consistait à localiser les fichiers abandonnés par les autorités allemandes. Ces documents comprenaient des enregistrements de fonctionnaires du général-gouvernement, des listes de la police Granatowa, des dossiers de la Gestapo et des listes de travailleurs dans des bureaux ayant collaboré avec l'administration nazie. Les informations étaient comparées à des listes établies depuis 1943 par des organisations communistes clandestines opérant dans plusieurs régions polonaises. En recoupant ces données, les agents obtenaient des noms et des adresses suffisants pour commencer des rafles immédiates. À Varsovie, à peine un jour après l'arrivée de l'Armée rouge, les opérations ont commencé. Le 18 janvier, des équipes du NKVD se sont déployées dans différents districts, notamment ceux moins touchés par la destruction. Les arrestations avaient toujours lieu la nuit. Des groupes de 5 à 10 agents entouraient des bâtiments, entraient sans préavis et emmenaient les suspects en quelques minutes. Parmi les détenus se trouvaient d'anciens policiers Granatowa qui n'avaient pas réussi à fuir, des fonctionnaires de l'Arbeitsamt qui avaient administré le travail forcé pendant l'occupation, des traducteurs utilisés par la Gestapo et des administrateurs de propriétés confisquées. Les détenus étaient directement transférés dans des centres improvisés où les interrogatoires commençaient sans délai. Les conditions dans ces centres reflétaient un effondrement administratif et une urgence opérationnelle. Il n'y avait pas de prison fonctionnelle, c'est pourquoi le NKVD utilisait des écoles abandonnées, des sous-sols de bâtiments administratifs et d'anciennes installations militaires vidées lors du retrait allemand. À Lublin, où le gouvernement provisoire pro-soviétique était opérationnel depuis le milieu de 1944, l'ancien château a été transformé en siège principal de détention. Les cellules étroites, utilisées auparavant par d'autres régimes, étaient adaptées aux besoins du NKVD, qui nécessitaient des espaces isolés pour des interrogatoires continus. La rotation des prisonniers était élevée. Chaque jour, de nouveaux détenus étaient admis, tandis que d'autres étaient transférés ou disparaissaient sans que la population locale ne sache leur destination. La procédure d'interrogatoire suivait un modèle standardisé. Les agents rassemblaient les informations disponibles dans des dossiers préliminaires et soumettaient les détenus à des séries de questions intensives. Le but n'était pas de vérifier avec exactitude tous les faits associés à chaque suspect, mais de déterminer s'il représentait un risque potentiel pour le contrôle politique que l'on cherchait à consolider. La durée de ces interrogatoires était généralement mesurée en heures. Dans de nombreux cas, les agents cherchaient à obtenir des noms supplémentaires afin d'élargir les réseaux d'arrestation. La pression physique et la privation de sommeil étaient fréquemment utilisées, car considérées comme des méthodes efficaces pour obtenir des déclarations dans un court laps de temps. Les exécutions résultant de ces enquêtes suivaient des critères internes du NKVD. La décision finale était entre les mains d'officiers qui examinaient des dossiers, des déclarations et des notes d'informateurs. La méthode la plus courante était la balle dans la nuque, appliquée dans des sous-sols, des cours intérieures ou des zones boisées en périphérie des villes. Les corps étaient déposés dans des fosses excavées rapidement, sans identification. Parfois, la population découvrait des restes des semaines ou des mois plus tard, lorsque les combats et le mouvement des troupes avaient diminué. D'autres fois, l'emplacement de ces fosses n'était connu que lors d'enquêtes ultérieures menées des décennies plus tard. La milice citoyenne a joué un rôle complémentaire dans ces opérations. Ses premiers membres provenaient de 3 groupes principaux: des partisans de l'armée du peuple, des soldats de l'armée populaire polonaise formés sous contrôle soviétique et des civils liés au Parti des travailleurs polonais. Les conseillers soviétiques étaient chargés de les former et de superviser leurs fonctions. La milice participait à des patrouilles urbaines, à des tâches d'identification locale et à des détentions préliminaires, bien que sa capacité de décision était limitée.
L'autorité réelle revenait au NKVD, qui déterminait quels détenus restaient sous garde polonaise et lesquels devaient être transférés immédiatement à des installations soviétiques. Cette dynamique a généré des frictions dès les premiers jours. La militia, désireuse de faire ses preuves, procédait souvent à des arrestations sans consulter des officiers soviétiques. Cependant, lorsque le NKVD identifiait un détenu d'intérêt, il intervenait pour reprendre le contrôle de l'affaire. À Cracovie, l'arrestation de Kazimierz Wojciechowski illustre ces tensions. Capturé par des officiers de la militia le 25 janvier après avoir été dénoncé par des voisins, il a été interrogé pendant une courte période avant que des agents du NKVD n'exigent sa remise. Malgré la résistance du personnel polonais, le détenu a été transféré et a disparu immédiatement. Son corps est apparu des semaines plus tard à la périphérie de la ville. Le NKVD ne fournissait aucune explication sur ses interventions ni ne partageait d'informations sur ses procédures. Afin de s'assurer que la militia ne retienne pas des détenus considérés comme importants, le NKVD a établi un réseau d'informateurs au sein même de la police polonaise. Ces contacts rapportaient des mouvements, des arrestations et des irrégularités possibles. La surveillance interne a accru la méfiance entre les deux forces et a conduit certaines unités de la militia à agir avec une extrême prudence, conscientes que toute action perçue comme indépendante pouvait être interprétée comme un manque de loyauté. Pendant ce temps, le nombre des centres de détention augmentait. Tout au long de janvier, des installations du NKVD fonctionnaient à Varsovie, Cracovie, Lublin, Łódź, Białystok, Radom et Kielce. Certaines de ces localisations seraient plus tard établies comme prisons permanentes de l'État polonais. La situation à l'intérieur des centres était critique. Le surpeuplement, la pénurie de nourriture et le manque de soins médicaux provoquaient des décès avant que les procédures d'interrogation ne soient terminées. Les changements constants de localisation et l'absence de registres accessibles rendaient toute tentative de suivi externe difficile. Les chiffres exacts des arrestations en janvier sont difficiles à confirmer. Des enregistrements incomplets et des témoignages ultérieurs indiquent qu'entre 2000 et 3000 personnes ont été arrêtées seulement dans les principales villes durant ce mois. Un nombre pertinent a été exécuté dans les jours suivant son arrestation, tandis que d'autres sont restés en détention prolongée. À Poznań, où le combat se poursuivait à l'intérieur de la forteresse urbaine alors que les districts périphériques étaient déjà sous contrôle soviétique, le NKVD a installé un centre d'opération dans une ancienne commissariat. Des voisins ont signalé des tirs nocturnes et des mouvements de véhicules vers des zones boisées. Lorsque la ville est tombée complètement en février, des fosses avec 57 corps ont été découvertes, montrant la méthode caractéristique du NKVD. La coordination entre le NKVD et la Milicja Obywatelska se révélait plus efficace lors de descentes massives que lors des interrogatoires. Les deux forces agissaient ensemble dans des quartiers considérés comme sensibles. La militia identifiait des logements et fournissait des informations locales, tandis que le NKVD procédait aux arrestations et décidait des destins des détenus. Lors de ces opérations, il était possible d'arrêter entre 30 et 40 personnes en une seule nuit qui étaient conduites vers des centres de classification où il était déterminé si elles devaient rester sous la garde soviétique ou polonaise. Cette phase de répression se distinguait par sa structure. Contrairement à la violence spontanée précédente, il existait maintenant des procédures. Bien que dynamiques et fréquemment brutales, elles suivaient un ordre fonctionnel: identification par le biais de fichiers, arrestation nocturne, interrogatoire immédiat et décision rapide sur le destin final. Les familles recevaient rarement des informations. Il n'existait pas de certificats officiels enregistrant des décès ou des disparitions. La population observait le transit constant de patrouilles, de véhicules sans distinction et des mouvements autour des bâtiments réquisitionnés. En janvier, les villes polonaises ont connu un changement perceptible. La justice des ruelles a été remplacée par des opérations systématiques. La présence constante de patrouilles mixtes, l'installation de nouveaux centres de détention et l'utilisation d'archives capturées ont défini la nouvelle étape. La répression ne dépendait plus de la reconnaissance immédiate d'un collaborateur visible, mais d'un système qui opérait avec ses propres critères et appliquait des méthodes uniformes dans chaque localité, renforçant un contrôle qui avançait au rythme du front et s'étendait avec chaque ville occupée.
Pendant que le NKVD et la milice citoyenne consolidaient un système de répression structuré dans les villes, les zones rurales polonaises vivaient un processus différent, marqué par l'absence presque totale d'autorité étatique. Dans des villages dispersés, isolés par des forêts denses et des chemins endommagés, la justice prenait la forme d'actes locaux impulsés par la mémoire directe de l'occupation. Le retrait allemand en janvier 1945 n'a pas apporté d'organisation immédiate, et durant cet intervalle, les villages agissaient selon leurs propres critères, sans intervention soviétique ni supervision administrative. La violence rurale s'est développée de manière décentralisée, basée sur des liens communautaires et une connaissance précise de qui avait collaboré. Les villages polonais avaient été l'objet d'une répression allemande particulièrement sévère. Des opérations de pacification ont détruit des communautés entières lorsqu'une présence partisane était suspectée. Michniów, où 204 personnes ont été assassinées en juillet 1943, et Sochi, où environ 200 habitants sont morts en juin de la même année, sont des exemples représentatifs. Dans ces épisodes, le rôle des collaborateurs locaux était crucial. Ils indiquaient les habitations des fugitifs, guidaient les patrouilles sur des chemins ruraux et fournissaient des informations détaillées, facilitant les actions répressives. Lorsque l'occupation a pris fin, ce savoir accumulé dans les villages est devenu un outil immédiat pour indiquer les responsabilités. Dans des communautés rurales de 200 ou 300 habitants, il n'existait pas de possibilité d'anonymat. Chaque personne connaissait l'histoire et le comportement de ses voisins. Des collaborateurs qui, pendant des années, avaient agi en s'appuyant sur la protection allemande n'avaient aucun moyen de disparaître dans la foule. L'identification était directe. Le maître fusillé en 1940, la famille juive dénoncée et capturée, le résistant embusqué après une délation. Ces épisodes demeuraient intacts dans la mémoire collective. Lorsque l'autorité allemande s'est effondrée, les signalés ont fait face à des conséquences immédiates. La région de Podlasie, dans le nord-est, a montré certains des cas les plus précoces. Avec un mouvement partisan actif qui opérait depuis des forêts vastes, la zone avait subi des représailles allemandes répétées. Les informateurs qui avaient aidé à identifier des refuges partisans étaient particulièrement connus. À Rajgrod, 3 collaborateurs du Gestapo ont été capturés le 24 janvier par d'anciens partisans. Il n'y a pas eu d'interrogatoire formel. Le groupe les a conduits dans la forêt où, en 1943, 7 membres de la résistance avaient été exécutés suite à des informations fournies par ces mêmes informateurs. Les corps des 3 ont été pendus aux mêmes arbres utilisés lors de l'exécution précédente. Dans la Lublin, au sud-est, la résistance avait été particulièrement active et les représailles allemandes intenses. Les villages, marqués par des pertes massives, exécutaient des punitions de manière collective. À Tarnogrod, un Volksdeutsch qui avait revendiqué la citoyenneté allemande et avait servi comme auxiliaire de police a été amené devant l'assemblée du village le 28 janvier. Des témoins ont décrit son rôle dans une rafle qui a abouti à la déportation de 40 familles. La décision d'exécution a été prise sans intervention extérieure. L'homme a été fusillé le même après-midi par d'anciens partisans qui opéraient maintenant sans structure hiérarchique. Les tentatives de fuite des collaborateurs ruraux étaient peu fréquentes, mais les caractéristiques du terrain et la surveillance communautaire compliquaient ces mouvements. Les routes principales étaient contrôlées par des troupes soviétiques. C'est pourquoi de nombreux fugitifs essayaient de quitter la zone par des chemins secondaires. En Mazovie, une unité d'anciens partisans de l'Armia Krajowa a installé des postes d'observation sur 3 routes rurales. Pendant 2 semaines, à la fin du mois de janvier, ils ont capturé 17 personnes. Parmi elles, 11 ont été identifiés comme collaborateurs par des témoins locaux et exécutés sur place. Les autres 6 ont été libérés après vérification de leur identité. Dans les territoires orientaux connus sous le nom de Krézy, où coexistaient des communautés polonaises, ukrainiennes et biélorusses, la violence prenait une complexité supplémentaire. Là, l'accusation de collaboration se mêlait à des tensions ethniques antérieures à la guerre. À Novogrodek, des rapports ultérieurs indiquent qu'au moins 30 Polonais accusés de collaboration avec les Allemands ont été assassinés entre janvier et février, bien que des enquêtes suggèrent que seule la moitié de ces cas étaient directement liés à la collaboration. Le reste répondait à des conflits nationaux qui se sont intensifiés après le retrait allemand.
Les cycles de violence générés par ces exécutions créaient des séquences difficiles à arrêter. La mort d'un collaborateur pouvait déclencher des réactions en chaîne. À Konski, l'exécution d'un ancien policier Granatowa a conduit son frère à dénoncer 3 voisins auprès des autorités soviétiques comme membres de la résistance anticommuniste. Les 3 ont été arrêtés par le NKVD. Avant leur transfert définitif, des partisans ont attaqué le convoi et ont libéré l'un d'entre eux. Cet homme a ensuite organisé l'assassinat du dénonciateur et de son frère. Les représailles se sont poursuivies pendant des semaines, s'élargissant sans intervention étatique. Le vide d'autorité était le facteur qui permettait ces dynamiques. La milice citoyenne avait peu de présence dans les petits villages. Le NKVD se concentrait sur les centres urbains et les principales communications. Les unités de l'armée rouge n'avaient ni le temps ni les ressources pour enquêter sur les conflits locaux lors de leur avancée vers l'ouest. Les villages résolvaient les disputes et réglaient les comptes par leurs propres moyens, suivant des normes établies par tradition et renforcées par les expériences de guerre. Bien que les partisans jouaient un rôle visible, de nombreuses représailles rurales n'ont pas été organisées par des groupes armés, mais par des civils agissant collectivement. À Opochno, des agriculteurs ont capturé Joseph Kowalski, administrateur d'une ferme confisquée à une famille juive déportée. Pendant 3 ans, Kowalski avait exploité la propriété à son propre profit. Lorsque l'un des survivants est revenu en février 1945 et a trouvé la propriété occupée, la situation a dégénéré. Les voisins ont confirmé que Kowalski connaissait le sort de la famille originale et n'avait pris aucune mesure pour protéger ses biens. N'ayant aucune autorité d'État à laquelle faire appel, les habitants décidèrent qu'il devait être exécuté. Il a été battu à mort et enterré sur le terrain qu'il avait administré. Les représailles collectives étaient également fréquentes. Dans la région de Kielce, une famille de Volksdeutsch, qui avait reçu une ferme confisquée à des Polonais déportés, a été expulsée en février. Lorsqu'ils ont tenté d'emporter des biens, un groupe de voisins les a arrêtés. Le père a été exécuté immédiatement. Sa femme et ses enfants ont été contraints de partir sans provisions et 2 des 4 mineurs sont morts de froid pendant le déplacement. La logique de ces punitions était simple. La famille avait bénéficié de la collaboration et, par conséquent, partageait la responsabilité. Les vastes forêts facilitaient les exécutions et la dissimulation de cadavres. À Kampinos, au nord-ouest de Varsovie, lieu utilisé par les Allemands entre 1939 et 1941 pour exécuter plus de 1700 prisonniers à Palmyrie, les mêmes sentiers ont maintenant été utilisés pour éliminer des collaborateurs. Les corps pouvaient être enterrés dans des fosses superficielles qui mettaient des mois à être découvertes. La population locale avait généralement connaissance des événements, mais les rapportait rarement, car il n'existait pas d'autorité stable pouvant intervenir de manière significative. La documentation sur ces représailles est fragmentaire. Contrairement aux zones urbaines où des bâtiments, des archives et de nombreux témoins permettaient de reconstruire des faits, dans les campagnes, l'information était rare. Les morts survenaient la nuit, dans des forêts ou des lieux isolés, et seuls subsistaient des témoignages oraux. Lorsque les autorités sont arrivées quelque temps après, elles trouvaient des histoires contradictoires, des restes qui ne pouvaient pas être associés à des victimes concrètes et des communautés qui avaient élaboré leur propre version des faits. Les estimations du nombre de collaborateurs exécutés dans les zones rurales entre janvier et mars 1945 varient largement. Des recherches de l'Institut de la mémoire nationale indiquent entre 1500 et 3000 cas, bien que certains historiens soutiennent que le chiffre pourrait être plus élevé en raison du grand nombre de disparitions non enregistrées. Le manque de documentation systématique rend impossible l'établissement de chiffres définitifs, mais l'ampleur des épisodes connus suggère un phénomène répandu dans tout le territoire rural polonais. La violence rurale avait des caractéristiques qui la distinguaient clairement de la répression urbaine. Elle était plus proche et directe. Les exécuteurs et les victimes partageaient une histoire commune. Elle était plus collective, car les décisions étaient prises en groupe et non dans des bureaux de sécurité. Elle était moins idéologique, centrée sur des actions concrètes commises pendant l'occupation et non sur des affiliations politiques ultérieures. Et surtout, elle était complètement autonome, car chaque communauté définissait ses propres méthodes et critères sans référence aux structures étatiques émergentes. En janvier 1945,
Cette autonomie définissait la vie dans une grande partie du champ polonais. Des zones qui avaient souffert de pertes profondes appliquaient des punitions immédiates contre ceux qu'elles considéraient comme responsables. Les collaborateurs qui avaient pensé trouver refuge loin des villes découvrirent que la proximité personnelle et la connaissance communautaire réduisaient toute possibilité de se cacher. La combinaison d'une mémoire intacte, de l'absence d'autorité et de la disponibilité d'armes provenant de partisans créait un environnement où les punitions étaient appliquées sans intermédiaire ni enregistrement. Alors que la violence rurale progressait sans contrôle dans les forêts et les villages de Pologne au cours des premiers mois de 1945, dans les villes se développait une répression différente, définie par une planification précise et des objectifs concrets. Le NKVD et la Milicja Obywatelska ne cherchaient plus à des collaborateurs ordinaires, mais à des individus dont l'activité sous l'occupation avait eu un poids stratégique. Chefs de police, informateurs de longue portée, leaders du Selbstschutz et fonctionnaires de haut niveau de l'appareil civil du général-gouvernement. Leurs arrestations ne dépendaient pas de la reconnaissance spontanée de la population, mais de listes établies, de renseignements accumulés et de procédures établies. Les interrogatoires étaient nettement plus longs, les opérations plus sélectives et les exécutions étaient réalisées comme des actions calculées. Cette approche reflétait un niveau de répression visant à neutraliser des personnes dont l'activité avait soutenu une partie significative de la structure du Reich en Pologne. Parmi les premiers à être traqués se trouvaient les officiers supérieurs de la police granatowa. Bien que de nombreux agents de rang inférieur aient été capturés pendant les premières semaines chaotiques de janvier, les commandements les plus expérimentés avaient réussi à fuir ou à se cacher rapidement. Ils avaient dirigé des opérations en coordination avec l'appareil de sécurité allemand, organisé des rafles et signé des documents qui constituaient désormais des preuves. La résistance polonaise, qui maintenait des archives clandestines depuis les premières années d'occupation, avait rassemblé des noms et des activités de ces officiers. Ces informations, associées à des dossiers allemands capturés et à des rapports obtenus par des réseaux soviétiques depuis 1944, constituèrent la base pour que le NKVD commence des opérations de recherche dirigées. Un des cas les plus représentatifs fut celui de Franciszek Mazur, commandant du commissariat de district de Podgorze à Cracovie. Mazur avait supervisé des arrestations de juifs cachés, le transfert de prisonniers vers le ghetto et, par la suite, l'envoi de groupes à Płaszów. Lorsque l'armée rouge entra à Cracovie le 19e janvier, Mazur se cacha dans le sous-sol d'un membre de sa famille, détruisant des documents et changeant son apparence. Le 26 janvier, il fut localisé grâce à des informateurs qui avaient appartenu au réseau clandestin polonais. Après son arrestation, il fut transféré au château de Wawel, où le NKVD avait établi un centre temporaire d'interrogation. Pendant 5 jours, il fut soumis à des interrogatoires continus suivant le schéma standard soviétique. Privation de sommeil, alternance d'agents exerçant des pressions physiques et questions visant à obtenir le maximum d'informations possibles sur les subordonnés, supérieurs allemands et collaborateurs civils. Avant son exécution, le 3 février, Mazur avait livré 43 noms, élargissant ainsi l'étendue des opérations du NKVD. À Varsovie, où les ruines de l'insurrection offraient de nombreux refuges, la recherche d'officiers supérieurs s'est étendue sur plusieurs semaines. L'un des objectifs les plus importants était Stanisław Komorowski, chef adjoint de la police criminelle polonaise pendant l'occupation. Il avait collaboré étroitement avec les forces allemandes lors des rafles effectuées pendant la répression de l'insurrection en 1944. Lorsque l'armée rouge entra dans la capitale le 17 janvier, Komorowski se réfugia à Prague en utilisant de faux documents l'identifiant comme travailleur ferroviaire. Sa capture a eu lieu le 9 février grâce à la dénonciation d'un ancien connu qui le reconnut parmi les déplacés rentrant en ville. Le NKVD a accumulé des documents convaincants contre lui, des listes d'exécutions signées, des photographies lors d'opérations contre des juifs cachés et des témoignages de subordonnés précédemment arrêtés. Après 9 jours d'interrogatoire, Komorowski fut exécuté le 21 février. Les informateurs professionnels constituaient un autre groupe prioritaire. Bien qu'ils ne portaient pas d'uniforme, ni n'occupaient de poste visible, leur rôle avait été fondamental. Ils avaient fourni des informations à la Gestapo sur des réseaux de résistance, sur des juifs cachés, sur des comportements suspects de voisins.
Certains travaillaient régulièrement avec l'appareil allemand, d'autres dénonçaient en échange de récompenses matérielles. La résistance avait systématiquement documenté ces activités, prévoyant qu'elles seraient pertinentes après la libération. Maintenant, ces documents étaient entre les mains du NKVD, qui utilisait le renseignement accumulé comme base pour les arrestations. L'un des cas les plus représentatifs fut celui de Maria Kowalska, résidente à Łódź, accusée d'avoir dénoncé plus de 30 familles juives entre 1942 et 1944. Ces actions avaient été largement commentées dans son quartier et lorsque Łódź fut libérée le 19 janvier, son identité fut immédiatement communiquée à la Milicja Obywatelska. Arrêtée le 21 janvier, Kowalska fut transférée dans un bâtiment administratif utilisé par le NKVD comme centre d'interrogation. Pendant 3 jours, les cas associés à ces dénonciations furent reconstruits en détail. Son exécution eut lieu le 25 janvier, avec 17 autres complices, dans une fosse commune à la périphérie de la ville. Les dirigeants du Selbstschutz figuraient parmi les cibles les plus recherchées en raison de leur responsabilité directe dans les massacres de 1939. Cette milice d'Allemands, ethniques, avait participé à l'Intelligence Action, dirigée contre des intellectuels et des leaders communautaires polonais, et avait collaboré à des arrestations et des exécutions massives durant les premiers mois de l'occupation. Beaucoup de ces dirigeants s'étaient réintégrés dans des structures allemandes après 1940, mais de nombreux documents conservaient des enregistrements de leur participation initiale. Pour le NKVD, ils étaient des figures clés dont l'arrestation pouvait fournir des informations sur des opérations nazies précoces et sur des collaborations ultérieures. Otto Schwarz, allemand d'origine âgée de 51 ans, avait dirigé une unité du Selbstschutz dans la région de Bydgoszcz à l'automne 1939. Après la dissolution officielle du Selbstschutz, il avait obtenu un poste d'administrateur d'une usine textile à Poznań. Lorsque l'armée rouge a encerclé la ville, le 23 janvier, Schwarz a tenté de fuir vers l'ouest. Capturé par une patrouille soviétique le 28 janvier, il a d'abord été identifié comme un civil allemand. Cependant, des incohérences dans son récit ont éveillé des soupçons. Après la chute complète de Poznań le 23 février, le NKVD l'a interrogé en utilisant des documents capturés et des témoignages de survivants. Pendant 2 semaines, on a exercé des pressions sur lui pour qu'il révèle les noms d'autres membres du Selbstschutz et des détails sur les opérations menées en 1939. Il a été exécuté le 12 mars aux abords de la ville. Les administrateurs civils du général-gouvernement formaient un autre groupe d'intérêt. Ces fonctionnaires avaient géré des processus fondamentaux pour l'occupation, travail forcé, confiscation de propriétés, organisation de déportation et maintien de registres de population. Bien que beaucoup prétendraient par la suite qu'ils avaient agi sous contrainte, le NKVD évaluait leur collaboration selon des dossiers documentaires, non selon des explications personnelles. Jerzy Nowakowski, directeur du département d'attribution de travail à Radom entre 1942 et 1943, avait supervisé l'envoi de travailleurs polonais en Allemagne et la distribution de main-d'œuvre forcée dans des usines locales. Après la libération de Radom le 16 janvier, Nowakowski s'est caché chez un ancien collègue. Son emplacement a été révélé le 30 janvier par un subordonné sous interrogation. Le processus d'interrogation s'est prolongé pendant 14 jours, au cours desquels des informations détaillées sur les réseaux de travailleurs forcés, les superviseurs allemands et les fonctionnaires polonais impliqués ont été recherchées. Il a été exécuté le 20 février après avoir fourni une confession impliquant 26 collaborateurs supplémentaires. Les opérations du NKVD suivaient un modèle bien défini. Des équipes spécialisées se déplaçaient en petits groupes, généralement accompagnés par des membres de la milice citoyenne qui connaissaient l'environnement local. Les arrestations avaient lieu entre 2h et 5h du matin afin de minimiser la résistance. En identifiant un objectif, l'équipe encerclait le bâtiment, entrait rapidement et emmenait le détenu les yeux bandés. Les arrêtés étaient immédiatement transférés dans des centres de détention où l'interrogatoire commençait. Cette procédure reflétait des méthodes utilisées par le NKVD en Union soviétique pendant des décennies précédentes. Les centres de questionnement installés en Pologne se situaient souvent dans des bâtiments précédemment utilisés par les autorités allemandes. À Lublin, Varsovie, Cracovie et Łódź, d'anciennes prisons ou sièges de la Gestapo
ont été adaptés aux besoins du NKVD. Les interrogatoires étaient réalisés en suivant des techniques standardisées, alternance des interrogateurs, pression physique dosée, privation de sommeil, isolement prolongé et confrontation avec des documents ou des témoignages de tiers. L'intention était d'obtenir des aveux, des noms supplémentaires et des reconstructions précises d'organisations collaboratrices. La conception de ces séances reflétait un processus où la collecte d'informations était tout aussi importante que la punition. Vers la mi-février, le NKVD avait arrêté environ 800 individus classés comme cibles de haut profil dans les principales villes polonaises. Parmi eux, près de 500 ont été exécutés après des interrogatoires qui variaient entre 3 jours et 3 semaines. D'autres ont été envoyés dans des camps de travail en Union soviétique. Les exécutions suivaient la méthode caractéristique du NKVD. Un seul tir à la base du crâne, réalisé dans des sous-sols ou des zones forestières proches des villes. Les corps étaient enterrés dans des fosses communes sans identification formelle. Dans plusieurs cas, les fosses étaient situées près de sites précédemment utilisés par les autorités allemandes pour des exécutions, créant une continuité spatiale, bien qu'avec des acteurs différents. Lors de nombreux interrogatoires, les agents soviétiques recherchaient des informations non seulement sur les crimes commis pendant l'occupation, mais aussi sur des connexions avec la résistance polonaise. Bien que les interrogés fussent des collaborateurs du Reich, on leur posait fréquemment des questions sur des membres de l'Armia Krajowa, sur des structures militaires clandestines et sur des liens avec des groupes hostiles au contrôle soviétique. Cette approche élargissait la valeur opérationnelle des arrestations et permettait au NKVD d'élargir ses fichiers sur des individus qui pouvaient représenter un défi futur au nouvel ordre politique en Pologne. À la fin du mois de février, le rythme de ces opérations avait assuré la capture de la plupart des collaborateurs de haut niveau qui restaient sur le territoire contrôlé par l'Armée rouge. Ceux qui parvinrent à fuir vers l'ouest le firent sous un risque constant d'être interceptés dans des zones en retraite ou de faire face à des poursuites dans des territoires occupés par des forces occidentales. En Pologne, les captures continuèrent de se concentrer sur des individus dont l'activité antérieure pouvait être documentée à l'aide de fichiers allemands, de listes clandestines polonaises ou de témoignages de survivants. Chaque opération ajoutait de nouvelles pièces d'information au dossier du NKVD qui étaient utilisées pour continuer à élargir le réseau de détenus et reconstruire en détail les structures collaborationnistes qui avaient opéré sur le territoire occupé pendant plus de 5 ans. Le printemps de 1945 a transformé la nature de la répression exercée en Pologne contre les collaborateurs du Reich. Les exécutions improvisées dans des ruelles, les disparitions dans des sous-sols gérés par le NKVD et les vengeances spontanées qui avaient caractérisé les premiers mois de la libération ont progressivement laissé place à un système formalisé. Le nouveau régime communiste polonais, soutenu par l'Union soviétique, devait montrer que la persécution de ceux qui avaient servi l'occupant allemand se faisait par des procédures légales reconnaissables. Cette transition n'a pas éliminé la violence, mais a bien modifié ses formes, de la clandestinité à l'exposition publique, d'opérations rapides exécutées sans enregistrement à des sentences documentées, de représailles immédiates à des procès où une certaine présentation de preuves était exigée. Le changement reflétait la consolidation de nouvelles structures étatiques et l'intention de ces structures de se présenter comme héritières légitimes de la Pologne d'avant la guerre. La base juridique de cette transition se trouvait dans le décret du 31 août 1944, promulgué par le Comité polonais de libération nationale. Bien qu'émis lorsque le territoire sous son contrôle était limité, le décret a été appliqué de manière large après la libération du pays. Intitulé officiellement « Décret sur la punition des criminels fascistes hitlériens coupables de meurtres et de mauvais traitements de la population civile et des prisonniers de guerre et sur la punition des traîtres à la nation polonaise », il fournissait une structure légale pour poursuivre les Allemands et les Polonais qui avaient collaboré. Son champ d'application était délibérément large. Toute personne accusée d'aider les autorités d'occupation, de participer à des persécutions contre les Juifs, de dénoncer des membres de la résistance ou de faciliter des déportations pouvait être poursuivie. Les peines incluaient la prison, la perte des droits civils, la confiscation des biens et la peine de mort. Le décret incorporait des éléments du code pénal polonais de 1932
pour assurer une apparence de continuité légale avec l'État précédent à la guerre, bien que son application aille bien au-delà de tout précédent. Pour exécuter le décret, le régime a créé des tribunaux pénaux spéciaux le 12 septembre 1944. Ces organes judiciaires fonctionnaient par des procédures accélérées, enquêtes brèves, audiences rapides et jugements exécutés sans possibilité d'appel. 9 tribunaux spéciaux ont été établis dans les principales villes, de Lublin à Poznań. Bien que certains fonctionnaient déjà avant le printemps, c'est en 1945 qu'ils ont commencé à travailler à pleine capacité. Les tribunaux collaboraient étroitement avec le département de la sécurité publique, Urząd Bezpieczeństwa, UB, chargé de localiser les suspects, d'effectuer des arrestations et de présenter des dossiers. Cette relation étroite entre l'appareil judiciaire et l'appareil de sécurité signifiait que, bien que les audiences semblaient être des procédures juridiques conventionnelles, l'influence politique du régime était évidente. Les cas qui arrivaient dans ces salles étaient variés. Des policiers bleus qui avaient participé à des liquidations de ghettos, des informateurs qui avaient dénoncé des juifs cachés, des Volksdeutsch qui avaient pris des propriétés confisquées, des fonctionnaires civils qui avaient administré des programmes de travail forcé, des gardes de camps de concentration capturés dans les derniers mois de la guerre. Les procès étaient publics et attiraient de nombreuses personnes, survivants, membres de familles et de victimes, et habitants des villes intéressés à observer pour la première fois des procédures formelles après des années d'arbitraire total sous occupation nazie. Les procureurs présentaient des documents capturés, des rapports polonais clandestins et des témoignages de ceux qui avaient directement souffert des faits. Les accusés offraient des explications diverses, allant de dénégations complètes à des reconnaissances partielles, accompagnées de tentatives de justifier leur survie sous le régime allemand. Le volume des cas traités en vertu du décret d'août a rapidement augmenté. Au cours de la décennie suivante, plus de 32 000 procès liés à des crimes de guerre et à la collaboration ont été menés avec plus de 20 000 condamnations. Environ 1835 sentences ont été de mort, bien qu'une seule partie ait été exécutée. La sévérité variait. Certains individus ayant une participation significative recevaient des peines relativement modérées en raison d'un manque de preuves directes ou de connexions politiques. D'autres, ayant des responsabilités moindres, recevaient des condamnations longues en raison de témoignages accablants de survivants. L'existence de cette disparité a généré des perceptions contradictoires sur le système judiciaire. Parallèlement au traitement des collaborateurs polonais, le régime a créé des structures pour juger les criminels de guerre allemands. La Cour nationale suprême a été établie le 22 janvier 1946 avec compétence pour poursuivre les auteurs allemands de haut niveau responsables de crimes sur le territoire polonais. Ce tribunal comptait des juges professionnels et des membres du jury désignés. Entre 1946 et 1948, il a mené 7 procès d'une importance particulière qui ont reçu une attention internationale. Le premier cas était le procès d'Arthur Greiser, gouverneur du Reichsgau-Wartheland. Son procès s'est tenu à Poznań entre le 22 juin et le 7 juillet 1946. Les preuves présentées comprenaient des documents établissant sa responsabilité dans des déportations massives de Polonais et de Juifs, ainsi que dans la germanisation forcée du territoire. On a estimé que plus de 630 000 Polonais et Juifs avaient été expulsés de la région pendant son administration, étant remplacés par 537 000 Allemands ethniques. Greiser a été condamné à mort et exécuté publiquement à Poznań le 21 juillet 1946. Le procès suivant pertinent était celui d'Amon Goeth, commandant du camp de Płaszów. Il s'est déroulé à Cracovie entre le 27 août et le 5 septembre 1946. Goeth a été accusé d'ordonner et de superviser l'exécution de milliers de prisonniers, de participer à la liquidation du ghetto de Cracovie et d'exercer une violence extrême au quotidien. Les témoignages décrivaient des exécutions arbitraires et des mauvais traitements systémiques. Il a été condamné à mort et exécuté à Cracovie le 13 septembre de la même année. Le procès de Rudolf Höss, ancien commandant d'Auschwitz, a eu lieu à Varsovie entre le 11e et le 29e mars 1947. Au cours du procès, Höss a fourni des descriptions détaillées du fonctionnement d'Auschwitz, y compris les méthodes d'extermination et les chiffres approximatifs de victimes.
Son témoignage a été clé pour les procès ultérieurs liés au complexe d'Auschwitz. Höss a été condamné à mort le 2 avril et exécuté à Auschwitz le 16 avril 1947. Un autre procès significatif a été le procès contre 40 membres du personnel d'Auschwitz, tenu à Cracovie entre le 24 novembre et le 16e décembre 1947. Parmi les accusés se trouvaient Arthur Liebehenschel, Maximilian Grabner et Maria Mandel. Les preuves comprenaient des registres du camp, des témoignages de survivants et des documents concernant des expériences médicales, des chambres à gaz et des exécutions sommaires. Des 40 accusés, 23 ont reçu des peines de mort, 16 ont reçu des peines de prison et un a été acquitté après qu'il ait été prouvé qu'il était intervenu à plusieurs reprises pour sauver des vies. La consolidation d'un système judiciaire formalisé a rencontré des défis considérables. Bien que les tribunaux spéciaux se présentaient comme des instruments de justice, leur dépendance à l'UB introduisait un élément politique significatif. Le décret d'août, initialement mis en œuvre pour poursuivre le collaborationnisme, a commencé à être également utilisé contre des membres de la résistance anticommuniste. Certains vétérans de l'Armia Krajowa ont été accusés sous des accusations ambiguës qui les reliaient à des activités de collaboration, ce qui a généré du ressentiment dans de larges secteurs de la société. Cet usage du système judiciaire comme outil politique influençait la perception publique des juges, des procureurs et des institutions nouvellement créées. La disparité entre les procès des collaborateurs polonais et les procès des criminels allemands était également perceptible. Les accusés allemands, en particulier devant la Cour nationale suprême, avaient accès à une défense professionnelle, à des procédures réglementées et à des procès relativement exhaustifs. En revanche, de nombreux collaborateurs polonais étaient jugés lors de procès rapides, où la pression politique était évidente. Cette différence alimentait la perception que le système judiciaire pouvait être utilisé de manière instrumentale. Pendant que les premiers grands procès se déroulaient, d'autres institutions ont commencé à fonctionner. La commission principale pour la recherche des crimes hitlériens en Pologne, établie en 1945 au sein du ministère de la Justice, a recueilli des preuves de manière systématique, a interrogé des survivants et a codifié des documents saisis. Elle a fonctionné en collaboration avec la Commission historique juive centrale qui documentait les crimes contre la population juive. Les deux institutions ont généré des milliers de dossiers qui constitueraient la base des enquêtes ultérieures. L'institutionnalisation de la justice n'a pas complètement supprimé la violence extrajudiciaire. Dans les zones rurales, notamment là où des groupes de résistance anticommunistes restaient actifs, les exécutions sommaires ont continué. Le NKVD a maintenu des opérations parallèles, arrêtant des individus considérés comme hostiles au nouvel ordre et les transférant dans des centres de détention soviétiques sans procès légal. Cette coexistence de procédures judiciaires publiques avec des pratiques répressives clandestines révélait la complexité de la période. Pour le printemps de 1946, le système judiciaire établi avait atteint une structure stable. Des tribunaux spéciaux traitant des centaines de cas mensuels, la Cour nationale suprême réalisant des procès de haute visibilité et les commissions d'enquête compilant des preuves. Cependant, la frontière entre la justice pour les crimes commis pendant l'occupation et la répression politique interne demeurait floue. Dans ce contexte, l'institutionnalisation de la répression n'a pas signifié un remplacement total des méthodes précédentes, mais une transformation de sa forme et des instruments utilisés.